Bonsoir à toutes et à tous. Malgré la frappe iranienne du samedi au soir, le samedi dernier, pour des cibles en Israël, la situation dans la bande de Gaza reste à la une de l'actualité, au moins pour le monde, si vous voulez bien, c'est-à-dire la concertation continue de l'Égypte avec ses partenaires mondiaux et arabes pour trouver une solution, pour parvenir à un cessez-le-feu, pour essayer justement de parvenir à un règlement plus ou moins définitif et durable à la question palestinienne et certainement soulager la souffrance du peuple palestinien aujourd'hui dans ce qui a été la bande de Gaza, ce qui se trouve toujours aux alentours de la région. Pour vous parler de ceci, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir M. Raouf Gaafar. Bonsoir M. Raouf Gaafar. Bonsoir. Vous êtes analyste politique et justement j'aimerais bien commencer avec l'Iran, avec Israël, puisque c'est à la une, si vous le voulez bien, de la scène aujourd'hui. Tout d'abord, est-ce qu'il y a un certain lien, pensez-vous, justement, entre la frappe qu'a menée l'Iran avant-hier, samedi soir, contre des positions en Israël, en réponse au raid ou à la frappe qu'a mené Israël le 1er avril du consulat, ou qui a visé le consulat iranien à Damas et qui a tué 7 personnes? Est-ce qu'on peut trouver un certain lien? Absolument. Ça, c'est une. Les Iraniens, à mon opinion, voulaient se venger. Ils ont eu cette occasion. Ils ont fait ceci. De ce que nous entendons et de ce que nous voyons, ça n'a pas été une très grande réussite. Mais en principe, ils ont eu leur chance de se venger. Et voilà, ça s'est passé. Et maintenant, tout le monde veut que ça s'arrête là et que ça ne se transforme pas en un va-et-vient. Un jour, Israël frappe, le second jour, Iran répète. Et puis, ça a une escalation qui n'a pas besoin d'être sur place. Donc, espérons que ça s'arrête ici. Voilà, Israël a fait son attentat sur le consulat à Damas, iranien certainement. Et l'Iranien a eu la chance de frapper à son tour. Et ça doit s'arrêter là. Est-ce que ce qui s'est déroulé, c'est-à-dire les drones et missiles que l'Iran a lancés, est-ce qu'ils représentent ou reflètent les capacités réelles de l'Iran? Je pense pas. Je pense pas. Surtout que la distance est assez éloignée. Et donc, pour lancer un missile ou un drone qui va prendre 3-4 heures pour arriver, ça donne, même si ce n'était pas prévu, ça donne tout le temps aux Américains, aux Anglais et aux Israéliens certainement de se préparer et de voilà. Donc je pense que c'était simplement un show de force. Nous sommes là, nous avons ce qu'il faut pour lancer une frappe ici ou là. Mais en principe, je pense, à mon opinion, encore une fois, que le but n'était pas de détruire, mais c'était justement de dire, voilà, nous sommes là, nous avons dit un petit mot, et c'est tout, à mon opinion. Très bien, on est certainement, où le monde est en attente pour voir s'il va y avoir une certaine riposte de la part d'Israël ou pas. Espérons que ça s'arrête là. C'est l'Égypte qui a appelé à la retenue les premiers moments justement de cette crise, si vous le voulez bien. Elle a aussi affiché sa préoccupation vis-à-vis d'une escalade, d'un rencontre d'escalade. Qu'est-ce que cela voulait dire? C'est-à-dire, il est clair plus ou moins, quand vous l'avez justement mentionné, que l'Iran est très éloigné par rapport à Israël. Je parle d'un point de vue distanciel, c'est-à-dire mais du coup, est-ce qu'une tension supplémentaire pourrait aggraver la situation
dans les territoires palestiniens occupés, c'est-à-dire quand on parle d'aggravation de situation ou de préoccupation, qu'est-ce que cela signifie exactement? Moi, je veux dire que la faute, c'est à Israël. C'est-à-dire, ça a commencé le 7 octobre. Bon, on a compris que ça a commencé par Hamas, mais dans tous les cas, la récompense était vraiment atroce du côté israélien. Et puis, c'était attendu que Hezbollah au Liban ou les Houthites au Yémen prennent part dans le combat. Mais en principe, c'était toujours Israël qui commence. C'est-à-dire, l'Iran était satisfait avec ce que ses disciples font. Et c'était là. Mais ils ont commencé à attaquer des endroits soi-disant où il y a des forces iraniennes en Syrie à plusieurs reprises, à Aleppo, à Damas et aux alentours. Et puis dernièrement, ils ont justement frappé le consulat. Donc c'était toujours Israël qui commence. Et il devait s'attendre à une réaction, même une affaire de dignité, c'est tout, de la part de l'Iran. Mais je pense que les choses sont déjà escalées et on ne demande pas d'escalation encore plus. L'Égypte, comme vous l'avez dit, a été toujours médiateur, c'est-à-dire au milieu pour essayer de discuter d'un côté et de l'autre pour aboutir à un cessez-le-feu, à une truce, n'importe quoi, mais jusqu'à présent, malheureusement, on n'a pas réussi, mais on continue, on ne va jamais s'arrêter. Et nous espérons que l'opinion mondiale a commencé, même l'américaine, à changer dans des autres peut-être directions contre Israël. Nous espérons que Monsieur le Premier ministre israélien écoute cette fois-ci et comprend que ça ne peut pas se terminer de la façon qu'il pense. Je pense que pour lui, c'est très personnel. J'ai l'impression qu'il ne pense qu'à lui-même, qu'à son avenir politique qui est complètement fichu. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il a en tête, mais peut-être il a un espoir si jamais il achève un résultat vraiment, un succès sur le plan sur terre, sur le plan guerre contre Hamas. Il peut retenir sa position. Moi, je ne vois pas ça. Au contraire, je vois qu'il doit penser maintenant à son peuple qui souffre justement en même temps de chômage et beaucoup de problèmes internes. Et sans doute, il doit subir aux pressions mondiales contre lui, je pense. Je vais revenir justement pour parler de pression mondiale, s'il y en avait certainement. Je vais revenir aussi pour parler de plusieurs points dont vous venez justement d'évoquer, comme par exemple qui a commencé et quels sont les faits qui ont suivi. Mais justement, je vous propose un commentaire. Je rappelle que le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a reçu un appel téléphonique récemment du secrétaire d'État américain Anthony Blinken pour discuter de l'évolution de la crise dans la bande de Gaza et de ses répercussions régionales, affirmant le rejet catégorique de l'Égypte des tentatives du déplacement forcé des Palestiniens en dehors de leur territoire. Voici les détails.
L'ambassadeur Ahmed Abou Zeid, porte-parole officiel du ministère des Affaires étrangères, a déclaré que le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, avait reçu un appel téléphonique du secrétaire d'État américain Anthony Blinken pour discuter de l'évolution de la crise dans la bande de Gaza et de ses répercussions régionales. Les deux ministres ont discuté des efforts déployés pour parvenir à un cessez-le-feu et accroître le flux d'aide humanitaire vers Gaza. M. Shoukry a souligné la nécessité de continuer à faire pression sur Israël pour qu'il assume ses responsabilités en tant que puissance occupante, notamment en cessant de cibler les civils sans défense et ouvrir les postes frontaliers terrestres entre Israël et la bande de Gaza pour augmenter le flux d'aide, supprimer les obstacles à l'entrée de l'aide, en plus de permettre aux Palestiniens déplacés de retourner chez eux dans le nord de Gaza. L'ambassadeur Abou Zeid a ajouté que les deux ministres ont affirmé le rejet de toute opération militaire terrestre d'Israël dans la zone palestinienne de Rafah, notamment à la lumière de graves conséquences humanitaires d'une telle action et de ses répercussions dangereuses sur la sécurité et la stabilité de toute la région. Le ministre Shoukry a également réaffirmé le rejet catégorique de l'Égypte des tentatives de déplacement forcé des Palestiniens hors de leur terre, car cette mesure implique l'objectif de liquider la cause palestinienne en violation grave des dispositions du droit international. Le porte-parole officiel du ministère des Affaires étrangères a révélé que les deux ministres ont discuté lors de l'appel téléphonique des tensions croissantes dans la région et de l'importance d'œuvrer pour contenir l'escalade actuelle en raison de sa gravité et de ses effets négatifs sur la stabilité de la région et de son peuple. Justement, dans ce contexte et parallèlement à la question palestinienne, certainement nous allons revenir pour parler de la question palestinienne et de cette concertation entre l'Égypte, les États-Unis et les autres partenaires mondiaux. Mais justement, parlons, parce que j'aimerais aussi revenir pour parler de l'Iran. C'est le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, qui a exhorté l'Iran et Israël d'exercer le maximum de retenue et de s'éloigner de toute pratique provocatrice qui pourrait dégénérer en un chaos qui pourrait par la suite déstabiliser davantage le Moyen-Orient. Tout à l'heure, on parlait, Monsieur Raouf Ghafar, de ce qui a déclenché les faits, c'est-à-dire il y avait à un moment donné, il y a eu un événement, un fait qui a déclenché la situation. Aujourd'hui, c'est le monde entier qui s'est plus ou moins, la plupart des pays, au moins les pays occidentaux, qui se sont rangés aux côtés d'Israël face à l'Iran pour déplorer ce qui s'est passé, pour critiquer. Est-ce on peut parler de la politique de deux poids, deux mesures, parce qu'en fin de compte, l'Iran ne fait que riposter à l'attaque et qui a visé son consulat à Damas. Est-ce que le monde entier, les pays occidentaux, dont l'Allemagne par exemple, les États-Unis certainement, est-ce qu'on est là en train d'être témoin encore une fois de cette politique de deux poids, deux mesures? Absolument. Et ce qui m'étonne, c'est la position de l'Allemagne. C'est-à-dire, l'Amérique, on comprend. Pour des années et des années, ils ont pris la part d'Israël sans aucune condition. Mais ce qui m'étonne, c'est que le 90% de l'Europe, ils ont changé un peu de position. Ils sont maintenant pas contre Israël, mais ils essaient de convaincre Israël d'arrêter ce qui arrive. Mais excepté l'Allemagne. Et ça m'étonne parce que l'histoire ne doit pas dire ça. Mais en tous les cas, ce n'est pas notre question maintenant. Et en principe, certainement, ça nous distrait, comme je venais de vous dire. Nous devons concentrer sur ce qui arrive à Gaza. Et je ne sais pas si c'est je dois penser que c'est un complot israélien de nous distraire pour qu'ils fassent ce que bon leur semble au Gaza et que tout le monde regarde ailleurs. Il se peut. C'est-à-dire, il y a toutes les pensées, on doit spéculer d'une manière très ouverte comment ils pensent. Il se peut qu'ils font ça exprès pour
que le monde se concentre ailleurs, et puis eux, ils font ce qu'ils veulent. Leur plan, exactement. C'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est, je ne sais pas, je ne pense jamais que le consulat d'Iran à Damas représentait aucun jet, disons, pour Israël. Ce n'est pas concevable. Donc, à mon opinion, je tiens un peu à la direction c'est fait exprès. Un élément qui déclenche la situation. Absolument, pour que le spectre pour qu'il y ait exactement, et que le monde, et voilà, il y a le Conseil de sécurité qui va se convenir aujourd'hui peut-être pour discuter Iran-Israël, et peut-être ça continue après-demain, et puis on commence ce que Israël aspire, c'est que le monde commence à oublier un tout petit peu ce qui arrive, et ça devient un peu sans comparaison comme ce qui arrive maintenant entre la Russie et l'Ukraine. Après que les nouvelles de ce combat, de cette guerre, étaient sur toutes les manchettes des journaux et des plateformes Internet et tout. Maintenant, c'est une nouvelle qui vient dans la 5e page, n'est-ce pas? Est-ce que vous pensez qu'avec ce qui s'est passé récemment aussi, est-ce qu'Israël est en train de regagner du terrain? C'est-à-dire, c'est l'opinion publique mondiale qui, même avec un certain apaisement, comme vous venez de le préciser, mais le monde, plus ou moins, l'opinion publique mondiale a commencé à se mettre aux côtés de ce qui est juste, de ce qui est humain, de ce qui est des droits de l'homme, pour critiquer les exactions israéliennes dans les territoires palestiniens occupés. Aujourd'hui, est-ce qu'avec cette frappe, on commence encore une fois à se mettre aux côtés d'Israël, qui ne fait que se protéger contre l'ennemi, entre parenthèses? Le rôle de victime. Ça a été toujours comme ça. À propos d'Israël, elle joue toujours le rôle de victime. Et donc, ça c'est connu, c'est la mentalité israélienne, c'est exactement ceci. Mais en principe, oui, je tiens c'est pour ça que je pensais toujours que c'était ce qui a déclenché tout, c'était Israël, pour justement essayer d'arriver où nous sommes. Que l'opinion mondiale commence à changer d'avis un tout petit peu envers Israël. Et en second lieu, je tiens à me répéter, c'est qu'ils veulent nous distraire un tout petit peu de ce qu'ils font à Gaza pour que nous donnons nos oreilles et nos yeux ailleurs, et eux, ils font ce que bon leur semble au Gaza. C'est malheureux, une situation vraiment très complexe. Et espérons. On ne fait qu'espérer et prier depuis des mois. Et peut-être ça, c'est la dernière chose qui va mener à une entente entre les deux parties, je parle d'Israël et Palestine, de façon à ce qu'on aboutit à quelque part qui soit juste pour les deux côtés. Très bien. Aujourd'hui, jour pour jour, c'est un an pour la guerre au Soudan. Et là, comme vous l'avez justement précisé, le monde commence à s'habituer à ce qui se passe dans la bande de Gaza, dans les territoires palestiniens occupés. Est-ce que le monde va s'habituer? C'est-à-dire le temps passe, les mois passent, les jours, les semaines filent, les mois qui passent. Au départ, on parlait de je ne sais pas combien de victimes par jour, par semaine. Aujourd'hui, ça fait presque 5 mois. Si je ne me trompe pas, j'arrive même plus à calculer. 6 même. C'est en octobre. Voilà, depuis octobre dernier, on est mi-avril. On parle de peut-être 7 mois. Voilà, on est mi-avril.
Aujourd'hui, c'est l'Égypte qui continue ses efforts pour trouver certainement une solution politique à la question palestinienne. Donc, d'un côté, parvenir à cesser le feu, certainement, encore une fois, la déclaration d'un État palestinien, tout ce qui a rapport avec la question palestinienne traditionnelle qu'on a connue très très jeune. Mais là, il y a la crise humanitaire qui va de pair, certainement. Et là, sur les deux voies, sur les deux, si vous le voulez, côtés, c'est l'Égypte qui ne cesse pas de déployer tout effort, qui continue ses concertations avec ses partenaires. On est où aujourd'hui par rapport à un résultat? Derrière tout, c'est l'Égypte. Voilà. Et sans les efforts que l'Égypte fait, il n'y aura pas cette crise. Si jamais ce n'est pas l'Égypte chaque jour qui répète ses demandes et qui insiste à donner les aides humanitaires et autres au peuple de Gaza, on aurait justement, ça serait transformé, comme vous l'avez dit, comme ce qui arrive entre l'Éthiopie et l'Érythrée d'un côté, au Soudan par exemple, dans quelques pays africains, malheureusement. Ça aurait été, comme je viens de dire, une nouvelle qui passe complètement inaperçue dans les journaux. Et c'est justement à cause de l'Égypte et les efforts de l'Égypte, avec le poids que l'Égypte a sur le plan régional et international, que cette crise est toujours au milieu des actions. C'est pour ça. Et on ne va pas cesser, on va continuer. Et je suis certain que, même si, comme vous l'avez dit il y a quelques instants, l'opinion mondiale a changé, c'est temporaire, mais nous allons revenir à la crise et la solution du problème. Solution à deux cas, certainement. Absolument. Je vais revenir, justement, si vous me le permettez, je vais revenir pour parler de la question palestinienne avec beaucoup de détails. Mais avant de laisser cette crise israélo-iranienne, j'aimerais bien vous rappeler que l'Iran, juste je vous propose un rappeler de ce qui s'est passé. Je rappelle justement que l'Iran a lancé depuis son territoire une attaque de drone contre Israël. C'est ce qu'avait déclaré plutôt le porte-parole de l'armée israélienne dans une allocution télévisée. De toute façon, Israël dit qu'il va collaborer avec les États-Unis et ses alliés pour agir contre le lancement des drones et les intercepter. On se souvient tous, il s'agit certainement, et comme on l'a déjà précisé au début de l'émission, d'un acte qui n'était pas qui n'avait pas de répercussions assez claires. Voilà. C'était prévu. C'était prévu. Voilà. Tout de suite les règles. L'Iran a récemment lancé des drones depuis son territoire vers Israël. L'armée israélienne est en état d'alerte et surveille en permanence la situation opérationnelle. Le réseau de défense aérien de Tsahal est en état d'alerte élevé, aux côtés des avions de combat de l'IAF et des navires de la marine israélienne qui sont en mission de défense dans l'espace aérien et naval israélien. L'armée israélienne surveille toutes les cibles. La République arabe d'Égypte a publié un communiqué dans lequel le ministère des Affaires étrangères a exprimé sa profonde préoccupation concernant le lancement annoncé des drones offensives iraniennes contre Israël et les indicateurs d'une dangereuse escalade entre les deux pays récemment, appelant à épargner à la région et à ses populations davantage un facteur d'instabilité et de tension. L'Égypte a estimé que l'escalade dangereuse à laquelle est actuellement confrontée l'Irano-israélienne n'est rien d'autre qu'une conséquence directe de ce que les concernant les tensions du dans la région à la sud-israélienne de Gaza. L'Égypte a souligné qu'elle était en contact permanent avec toutes les parties concernées pour tenter de contenir la situation. L'attaque sans précédent menée par l'Iran contre Israël dans la nuit de samedi à dimanche a suscité de vives condamnations dans le monde et des appels à la retenue. La France a réaffirmé son attachement à la sécurité dans la région et l'assure de sa solidarité. Le patron de l'ONU, Joseph Borrell, a lui aussi condamné fermement cette attaque qualifiée d'inacceptable. Elle constitue une escalade sans précédent et une sécurité régionale, a estimé le chef de la diplomatie européenne, X. D'autres pays ont également réagi, s'inquiétant d'une potentielle escalade régionale. Le président américain Joe Biden a condamné ces attaques avec la plus grande fermeté, les qualifiant dénoncé en postant une photo d'une réunion d'urgence avec son équipe chargée de la sécurité nationale à la Maison-Blanche.
Inquiétude aussi du côté de l'Allemagne qui a notamment prévenu que l'attaque pourrait plonger toute la région dans le chaos. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a aussi condamné dans les termes les plus vifs l'attaque dangereuse du régime iranien en annonçant l'envoi d'avions de combat supplémentaires au Proche-Orient. Le ministère saoudien des Affaires étrangères a de son côté appelé toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue et à épargner à la région et à ses habitants les dangers de la guerre. Tout en faisant part de sa profonde inquiétude face à l'escalade militaire dans la région, il a appelé le Conseil de sécurité de l'ONU à assumer ses responsabilités. La Chine a fait part de sa profonde préoccupation concernant l'aggravation actuelle de la situation et a appelé les parties concernées à faire preuve de calme retenue afin d'éviter une nouvelle escalade des tensions, selon le ministère chinois des Affaires étrangères. On parle certainement d'une position claire, constante vis-à-vis de la question palestinienne et vis-à-vis du peuple palestinien, sa souffrance. Aujourd'hui, on parle d'aide, par exemple les aides, que ce soit les aides par voie terrestre, via le point de passage de Rafah, les largages d'aides et de médicaments, d'aide humanitaire, de médicaments et de nourriture, certainement. Les Palestiniens aujourd'hui, pas les Palestiniens, le peuple de la bande de Gaza qui se trouve aujourd'hui éloigné de la bande de Gaza, vers les frontières plus ou moins avec l'Égypte. Quel scénario vous voyez, M. Raouf Ghafa? Moi, franchement, je veux me demander et vous demander une question. Pourquoi Israël s'oppose à la solution des deux États? Je ne comprends pas. La logique dit que c'est la meilleure solution pour les deux parties. Certainement. Ils voient ça absolument. Je pense qu'ils la voient très bien. Mais pourquoi ils ne veulent pas ça? C'est une question pour eux de répondre. En second lieu, est-ce que Gaza représenter, ou dans le futur, va représenter un grand danger pour Israël? Encore une fois, moi je ne pense pas. Donc, à mon opinion, je vais aller un tout petit peu loin, c'est une affaire de... le existe devant Gaza veut être exploité par Israël, à mon opinion. Ils font tout ça pour avoir les droits de s'en servir du gaz qui existe devant Gaza. Ça, c'est ma conviction. C'est tout. Ce sont tous des problèmes qui ont à faire avec l'argent, avec le gaz, avec les infrastructures, avec les carburants, etc. Et tout ça sont des principes, c'est ce qu'ils veulent comme but. Mais encore une fois, on rentre à la situation maintenant. C'est Israël qui sera responsable d'ailleurs pour la reconstruction de Gaza. Ils vont prendre part. Pour le peuple palestinien ou pour... Oui, absolument, pour le peuple palestinien. L'idée... C'est-à-dire, vous pensez, ce que vous voyez, qu'il va y avoir une reconstruction absolument. De Gaza. Vider Gaza des Palestiniens, c'est une chose qui ne va jamais arriver. Vous parlez d'évacuation de 2 millions, presque 3 000 personnes. C'est impossible. Impossible. Pratiquement, théoriquement, tout ce que vous voulez. Donc, tout ce qu'ils font, l'infrastructure est complètement détruite et tout va se reconstruire. La communauté mondiale va participer, des boîtes
égyptiennes, israéliennes, et tout vont travailler et tout va se reconstruire. Comme on dit, tôt ou tard, ça va arriver. Non, ça c'est une question très importante, tôt ou tard, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a un certain, avec cette vision des choses, est-ce qu'il y a un certain délai, c'est-à-dire dans l'avenir proche, ou ça va prendre encore des mois et des mois? Ça va prendre quelques temps, certainement, mais à mon opinion, encore une fois, la conclusion, ils vont, d'ici quelques temps, ils vont dire, voilà, on a maintenant détruit toute l'infrastructure de Hamas, ça n'existe plus au Gaza, et on va donner la chance au peuple de Gaza de se redresser. Ce qui reste du peuple de Gaza. Exactement, voilà. Et nous allons recommencer l'exercice, au moins pour une dizaine d'années, une quinzaine d'années, une vingtaine d'années. Mais sinon, ça ne peut pas arriver. Et ils rêvent quand ils disent que nous allons les déplacer d'un côté à l'autre ou leur donner une alternative pour résider. Ça ne va jamais. Ce scénario n'est pas absolument. Ça ne peut pas se réaliser. L'histoire ne dit pas ça. La géographie ne dit pas ça. On va revenir pour parler de ce mois, mais je rappelle justement que le centre médiatique de l'Alliance, on va faire une petite pause pour rappeler que le centre médiatique de l'Alliance nationale pour le développement communautaire a annoncé hier le lancement de la première phase du 6e convoi d'aide humanitaire, de secours et d'assistance thérapeutique aux frères palestiniens. Ce convoi comprend plus de 250 remorques chargées de plus de 4009 tonnes de denrées alimentaires, de médicaments, de matériel médical, d'eau minérale, de matelas, de tentes, de couvertures, de vêtements et de détergents. C'est-à-dire, il y a beaucoup de détails et je vous laisse justement à présent avec les détails. Le centre médiatique de l'Alliance nationale pour le développement communautaire a annoncé le lancement de la première phase du 6e convoi d'aide humanitaire, de secours et d'assistance thérapeutique à la bande de Gaza. Il s'agit de plus de 310 000 tonnes de denrées alimentaires, d'environ 246 tonnes de médicaments, de fournitures médicales et de fauteuils roulants, de plus de 100 tonnes de vêtements et de couvertures, de plus de 100 tonnes de tentes, de matelas et d'oreillers, d'environ 430 tonnes d'eau minérale, ainsi que d'environ 2 tonnes de détergents. L'objectif est d'aider la population de Gaza à faire face et à supporter le fardeau de la guerre. Une douzaine d'entités et d'institutions de l'Alliance nationale pour le développement de la société civile participent au convoi, telles la Fondation caritative Nabil El-Kateb, la Fondation Sana El-Khair pour le développement, l'association Abshir, la Fondation Abou Al-Ainin, la Banque alimentaire égyptienne, la Fondation Jamal El-Garhi, la Banque égyptienne de guérison, la Fondation de secours et d'urgence, l'association Al-Baqiyat Al-Salihat, la fondation Life Makers, la fondation Misr Al-Khair et la fondation Haya Karima. Cette action s'inscrit dans le cadre des directives du président Abdel Fattah el-Sisi visant à apporter un soutien immédiat et une aide humanitaire à l'État frère de Palestine. Sur le terrain, Israël et le mouvement palestinien Hamas à tour de rôle s'accusent mutuellement de vouloir saboter les pourparlers en vue d'une trêve dans la bande de Gaza, mais le fil n'est pas encore rompu. Sans opposer une fin de non-recevoir explicite à leurs propositions, le Hamas avait réaffirmé ses principales exigences sur lesquelles bute catégoriquement Israël, un cessez-le-feu permanent et le retrait de l'armée israélienne de toute la bande de Gaza. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou ne veut pas en entendre parler, déterminé à lancer une offensive terrestre à Rafah, dans l'extrême sud du territoire palestinien, qu'il présente comme le dernier grand bastion du Hamas dans la bande de Gaza. En 24 heures, 43 nouveaux décès ont été recensés dans le territoire palestinien assiégé et dévasté par plus de 6 mois de guerre, selon le ministère de la Santé du Hamas, qui fournit dimanche un nouveau bilan de 33 729 personnes tuées depuis le début de l'offensive israélienne.